Nous sommes samedi 29 août 2020, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara et les autres chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour la deuxième fois hier vendredi 28 août en visioconférence pour discuter de la situation au Mali après le coup d'État du 18 août dernier. Ils accordent à la junte militaire un an de transition géré par un civil. Dans le cadre des tournées de sensibilisation à l'apaisement qu'il mène depuis quelques jours, Ahmed Bakayoko est arrivé ce samedi dans l'Ifou en provenance de la région du Gor et du Lodjibois. Le Premier ministre a eu plusieurs rencontres, notamment avec le roi de Daoukro, puis il a ouvert les vannes du nouveau château d'eau de Bédiékro. Catherine Samba Panza, chef d'État de transition entre 2014 et 2016 en Centrafrique, a annoncé hier sa candidature à la présidentielle prévue en décembre. Première femme à occuper le pouvoir dans ce pays, elle avait cédé sa place à Faustin Archange Touadéra, vainqueur des élections en 2016. L'ancien président Bozizé a également annoncé sa candidature fin juillet. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis hier vendredi en visioconférence pour discuter de la situation au Mali. Le président Alassane Ouattara a pris part à cette réunion au cours de laquelle les chefs d'État n'ont pas validé la feuille de route de la junte qui envisage une transition de 3 ans et un militaire pour la diriger. Les précisions de Mahama Traoré. C'est depuis la France que le président Alassane Ouattara a participé à ce deuxième sommet extraordinaire par visioconférence sur la situation sociopolitique au Mali. Dès l'entame des travaux, il est revenu à Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, de proposer l'ordre du jour principal au chef d'État, à savoir l'analyse du rapport de l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, suite à la mission de médiation qu'il a effectuée dans ce pays auprès de la junte militaire. Les dirigeants ouest-africains ont pris acte de la démission et de la libération effective du président Ibrahim Boubacar Keïta et des autres officiels maliens arrêtés depuis le 18 août dernier. Comme il fallait s'y attendre à l'issue de ce sommet extraordinaire, le président nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, et ses pairs ont arrêté de nouvelles décisions pour sortir le Mali de cette impasse. Il demande aux responsables du CNSP d'engager une transition civile immédiatement en consultation avec la Cour constitutionnelle, les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à la mise en place d'une solution de sortie de crise. Il décide que cette transition civile doit prendre en compte les éléments suivants. 1. Nomination d'un président de la transition. Cette personnalité civile, reconnue pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale, sera chargée de diriger la transition. Le président de la transition ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Nomination d'un premier ministre civil, chef de gouvernement, reconnu pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale. Il sera chargé de conduire le gouvernement sous la responsabilité du président de la transition. Ce Premier ministre ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 3. Mise en place rapide d'un gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali et en particulier préparer les élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois. 4. Aucune structure militaire ne devrait être au-dessus du président de la transition. 6. Notre sommet décide que les sanctions énoncées au point 13H et 13I de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 20 août 2020 seront levées progressivement en fonction de la mise en œuvre des décisions ci-dessus. 7. Il appelle à la finalisation urgente d'un accord sur la transition politique entre la CEDEAO et le Mali et invite l'Union africaine et les Nations unies à endosser cet accord. Le président Mahamadou Issoufou a aussi convié ses homologues à un réexamen de la situation sociopolitique au Mali le 7 septembre prochain. Ce sera lors du 57e sommet ordinaire de la CEDEAO prévu à Niamey, capitale du Niger.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivé ce samedi à Daoukro, dans l'Ifou. Il a été reçu par les plus hautes autorités de la ville. Il s'est entretenu avec le préfet, les élus locaux et les forces de défense et de sécurité de la région. Le Premier ministre a également rendu visite au roi de Daoukro, puis il a mis le cap sur Bédiékro, un village situé à une trentaine de kilomètres de Daoukro. Sur place, il a procédé à l'ouverture des vannes du nouveau château d'eau. Le reportage complet de nos envoyés spéciaux à suivre ce soir dans le 20h. 20h qui vous sera présenté par Marie-Laure Ngoran. Avant cette étape de Daoukro et après celle de Bonoa dans le sud Comoé, c'est la région du Go qui a reçu hier le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement poursuit ainsi sa tournée de sensibilisation et d'appel à la paix et à la cohésion sociale. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial dans la région. Son reportage. Ahmed Bakayoko dans le Go. Au lendemain des tensions qui ont secoué la localité, le chef du gouvernement est venu écouter tour à tour chefs, femmes, jeunes et victimes des incidents. Cela est vrai que quelques jeunes perturbateurs allument ici et là les mèches de l'incivisme. Mais globalement, Gagnoa est arrimé à la République et rien ne nous éloignera de notre quête pour la recherche de la paix qui accompagne le développement. Dans sa bouche, Ahmed Bakayoko a des mots de compassion pour les victimes, mais surtout un message à l'apaisement. Il y a eu des événements assez graves ici à Gagnoa qui ont fragilisé la coexistence pacifique, la cohabitation qu'il y a entre vous. Mais avec le message qu'on vient d'entendre, on est vraiment rassuré. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne veux pas que ce soit juste une visite. Et puis après, on achète tout, tout revient. Impliquez-vous. Parlons à tout le monde. Et je l'ai dit aussi à Bonoa, que des gens ne viennent pas déstabiliser. À l'endroit des femmes, l'appel est fort. La politique politicienne est venue nous diviser. C'est pourquoi nous demandons à tous les responsables politiques d'arrêter de lancer des mots d'ordre qui divisent nos enfants. Nous sommes fatigués de tout cela. La femme, c'est elle qui porte la vie et donc c'est elle qui doit la protéger. Comme j'ai dit au chef tout à l'heure, il y a la politique. Mais la politique, c'est la politique et le champ de bataille de la politique, c'est les élections, les urnes, les campagnes politiques. Mais après ça, il y a la relation humaine entre les gens. Il ne faut jamais que la politique soit au-dessus de la relation humaine. C'est très important. Et moi, vous savez que c'est un de mes principes. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais on se voit, j'ai des visites, ils me visitent et on parle de tout. Des moments de partage que saluent les populations. Les cadres juges qui lancent les mots d'ordre, quand il y a des problèmes, quand il y a des maladies qui arrivent, où sont-ils? Mais c'est pour mettre les enfants des gens dans les rues et puis ils vont se cacher. Quand dans une région, dans un village, il y a des incidents, que les autorités de ces villages-là viennent apporter une compassion à la population, c'est encourageant. Nous disons merci au Premier ministre. Autre lieu, le foyer des jeunes. Tour à tour au pupitre, il déplore la division dans la région. Nous souhaiterions qu'en tant que chef de gouvernement, vous preniez des dispositions utiles afin que plus jamais les affrontements meurtriers, sanglants et des actes de vandalisme dont nous avons souffert ici ne se répètent plus. Les jeunes ont décidé de mettre en place une plateforme qui sera comme un instrument de veille pour prévenir les violences de toute forme. Gagnoa est notre terre nourricière et nous devons arrêter de la souiller en la profanant avec le sang versé. Le Premier ministre invite la jeunesse à prendre en main son avenir. Plus jamais ça ici à Gagnoa. Je suis sûr, je suis convaincu qu'il n'y a pas une famille bêtée, qu'il n'y a pas une grande famille alliée qui soit Akan ou qui soit Malinki. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça, qui est l'essence même de notre vie.
qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes l'un pour l'autre. Donc, faisons barrage aux manipulations politiciennes. Préservons notre cadre de vie. Parce que quand il y a des marches pour détruire, c'est nous qui perdons, c'est vous qui perdez. Il ne faut pas gaspiller votre jeunesse. C'est la période de la vie où on fait l'essentiel pour construire son avenir. À ce jour, la région du Gord bénéficie d'un taux de couverture de 98% en électricité. Plus de 200 localités sur les 206 que compte la région et les œuvres de développement restent visibles. Et après le Gord, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est rendu à Divo, dans le Lodjibois. Divo qui a été secoué par les récents événements liés aux manifestations de l'opposition. L'on avait malheureusement déploré des victimes. Le chef du gouvernement a rencontré les chefs traditionnels, les leaders communautaires et de jeunesse. Il leur a exprimé la compassion et la solidarité du gouvernement, puis les a exhortés à cultiver la paix et le vivre ensemble. Les précisions d'Abou Sanogo à suivre également ce soir dans le 20h. Ce samedi, c'est encore un sinistre bilan qu'il m'est donné de vous livrer. 865 000 morts à travers le monde, 24 600 000 malades, et c'est l'œuvre du coronavirus. 95, c'est le nombre de nouveaux cas de Covid en Côte d'Ivoire ces dernières 24 heures. Et 176, le nombre de nouveaux guéris. Le nombre total de malades s'élève à 17 797 avec 115 décès. Des patients qui ont vaincu la maladie, il y en a également. Ils sont au nombre de 16 315. Prudence, vigilance, appliquons toujours les gestes barrières pour faire reculer le virus. Ces gestes, vous les connaissez, mais je vous les rappelle quand même. Lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon, portons nos masques de protection et maintenons la distance d'1 mètre entre nous et les autres. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront connus les 4, 5 et 6 décembre prochains à Yamoussoukro. L'information a été donnée cette semaine par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du lancement des Ebony 2020. Jean-Claude Koulibaly a aussi annoncé des innovations pour cette édition 2020. Didier Nguessan y était pour RTI 1. Suivons son reportage. Qui succédera à Serge Koléa, Super Ebony 2019? Réponse, le 5 décembre 2020 à Yamoussoukro. Le comité exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, lance la 22e édition de la Nuit de la communication. Elle se tiendra autour du thème « Quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée ?» 2 raisons principales ont milité au choix de ce thème. La première vise à mettre l'accent sur la nécessité d'unité et de la confraternité entre nous, les journalistes. Nous demandons aux acteurs politiques de s'abstenir de propos ou d'actes attentatoires à la paix et à l'unité du pays. 2 nouveaux prix sectoriels font leur entrée. L'un consacré à la lutte contre la déforestation et l'autre à la bonne gouvernance en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La presse numérique aura également son prix Ebony. Quant au jury, il s'ouvre cette année au monde universitaire avec un enseignant-chercheur qui y siège, de même qu'un représentant des partenaires. La soirée des Ebony sera précédée la veille de débats, ateliers et conférences sur le thème. De quoi nourrir la réflexion sur le rôle des journalistes dans la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire a besoin de professionnels de l'information et de la communication, formés à l'exercice de leur métier et imprégnés de la rigueur du code d'éthique et de déontologie qui régit la profession de journaliste, afin de donner la bonne information et d'aider le citoyen lambda profane à séparer le bon grain de l'ivraie. Nous ne devons jamais perdre de vue la nécessité absolue de préserver la paix, ce précieux trésor que nous avons hérité du président Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes des acteurs importants et votre rôle est tout aussi important dans cette période cruciale.
La date de dépôt des productions sera précisée lors d'un point presse. Et justement, dans le cadre de la présidentielle ivoirienne qui aura lieu le 31 octobre prochain, les journalistes de Côte d'Ivoire sont mis à contribution. Comme l'ensemble des populations, le Conseil national des droits de l'homme la veut apaiser, cette élection, et le Conseil la veut sans violence. C'est dans ce cadre que le Conseil donc veut impliquer les professionnels des médias dans la tenue de l'élection. À Bouaké, dans la région de Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, les journalistes ont été formés au bon traitement de l'information avant, pendant et après les élections. Après les partis politiques, les forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, c'est le tour des professionnels des médias d'être à l'école du Conseil national des droits de l'homme. À Bouaké, le démembrement du CNDH a formé les journalistes sur les questions de maintien d'un climat propice et apaisé pour une présidentielle sans heurts. Les hommes des médias sont également appelés à donner l'information vraie afin d'éviter d'attiser les tensions. Il y a le contexte électoral qui prévaut aujourd'hui. Il s'agit pour nous de travailler avec les médias pour l'apaisement des élections, mettre en place le mécanisme conjoint CRDH médias locaux de Gbeke pour créer un cadre de travail. Les professionnels des médias s'engagent à jouer leur partition pour des élections apaisées. C'est un nouveau cadre de travail qui va être défini entre les journalistes et le Conseil national des droits de l'homme, et nous allons nous aider à faire la promotion des droits de l'homme. Ils vont nous apporter leur expertise. On va également les appuyer sur le terrain pour que les questions de droits de l'homme puissent être une réalité ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une période très sensible et nous savions tous l'actualité. Et il est important pour nous, en tant qu'acteurs de médias, de nous faire former. Et surtout que nous relayons l'information. Il faudrait que nous relayons l'information, mais la vraie information, qui va apaiser le cœur, qui va nous permettre de traverser cette période assez sensible. Ces assises visent également à faire en sorte que les journalistes contribuent à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, gage d'une démocratie réussie en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a instruit les participants sur les notions élémentaires du respect et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Soro Corona, RTI Bouaké. Toujours dans le cadre de cette élection à venir, de nombreuses informations circulent sur les réseaux sociaux alors qu'elles sont fausses pour la plupart. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme s'indigne face à cette désinformation en ligne liée au processus électoral et à la vie politique. L'instance a fait une déclaration cette semaine au micro RTI 1 de Grace Kando. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme OIDH a conçu un projet de monitoring de la désinformation en ligne. Il vise à atténuer l'impact des fausses informations sur le processus électoral de 2020. À l'issue de la première phase qui a duré 2 mois, l'OIDH a fait plusieurs constats. Divers procédés au moyen desquels des fausses informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux afin de manipuler l'opinion ou porter préjudice à certains acteurs de la scène politique ont été relevés. L'OIDH a relevé des informations erronées relatives à des allégations de fraude portées contre le parti au pouvoir RHDP ou certains de ses cadres lors de la phase de l'opération de révision de la liste électorale. L'OIDH a également observé des procédés de désinformation caractérisés par la diffusion de documents falsifiés, présentés comme authentiques ou prêtés à des représentations diplomatiques qui se seraient prononcées sur le contexte socio-politique actuel. Au regard de ces différents constats de désinformation en ligne, l'OIDH a fait des recommandations. Maintenir le dialogue politique avec l'ensemble des parties prenantes au processus électoral afin de lever tous les écueils et défis liés au processus. S'abstenir des discours et actes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale ou détériorer le climat socio-politique. L'OIDH invite également la société civile à créer des tribunes d'échange citoyens sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les usagers à la culture de la paix. La journée internationale des victimes de disparitions forcées, appelée aussi Journée internationale des personnes disparues, est un événement international célébré chaque année le 30 août pour attirer l'attention sur le sort des personnes emprisonnées contre leur gré dans de mauvaises conditions et dans des lieux inconnus de leur famille. La Côte d'Ivoire commémore cette journée pour la première fois. Éric Gorebi.
Une lueur d'espoir pour les parents de victimes de disparitions forcées. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, ils sont à l'honneur. Grâce au Conseil national des droits de l'homme et du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Venus de divers horizons, ces parents des victimes sont là pour la même cause. En leur nom, Diaby Isiaka, président de leur collectif, prend la parole. Nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos enfants sont sortis un jour de la maison et ne sont plus jamais rentrés jusqu'à ce jour. Et depuis, nos buts ont changé. Certains d'entre nous continuent de rencontrer des difficultés à subvenir aux besoins de leur famille. Le CICR et le CNDH s'engagent ainsi à travers cette célébration aux côtés de ces parents qui attendent toujours le retour de leurs enfants, époux, épouses, frères, sœurs, pères et mères. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ainsi que la commission nationale d'enquête ont respectivement enregistré 1995 et 265 cas de disparition forcée dans notre pays. Cette journée constitue donc, à notre sens, le cadre légitime pour rappeler au pouvoir public, aux acteurs de la société civile et aux populations la nécessité d'agir en synergie en vue de prémunir notre pays contre cette violation grave des droits de l'homme. On a parlé avec les familles avant cet événement. On les connaît, elles ont ouvert des demandes de recherche au CICR et beaucoup d'entre elles nous ont dit qu'elles ont toujours espoir de trouver leurs proches vivants. La journée internationale des disparitions forcées est célébrée dans le monde chaque 30 août. Le but est de soutenir toujours les parents des victimes dans cette épreuve difficile. Depuis 3 ans, tu es parti. Tu es où? Tu ne m'as ni écrit, ni envoyé de message. Tu es où? Prenons maintenant la direction de Gbemazo, dans le Worodogo. Sur place, les populations ont initié une journée d'hommage et de prière. Une journée pour dire merci au chef de l'État et à toutes les autorités gouvernementales. Elles sont heureuses, ces populations, elles sont donc heureuses d'avoir pu bénéficier de nombreuses infrastructures de base et pour la nomination d'un fils de leur région au poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire. Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Peuplé de plus de 10 000 âmes, Gbemazo, localité de la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla. Les populations de ce village affichent leur attachement au chef de l'État Alassane Ouattara et à son gouvernement. Une admiration pour des actions de développement menées en faveur de leur localité comptée aujourd'hui parmi les villages modernes du pays. Depuis 2011, en effet, Gbemazo connaît un redécollage merveilleux avec la réalisation de plusieurs projets de développement, à savoir château d'eau, centre de santé, poste de gendarmerie, foyer de jeunes, connexion à la téléphonie mobile, extension du réseau électrique et école maternelle qui donne un coup d'accélérateur à la scolarisation de la jeune fille dont le taux est estimé ici à plus de 40%. Nous sommes ici dans une zone musulmane. Il y avait des contraintes socio-culturelles qui faisaient que la scolarisation était à un niveau très très bas. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes satisfaits. Plusieurs infrastructures de base acquises. Normal donc de célébrer une journée d'hommage et de prière pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. De même, des prières de bénédiction pour le premier ministre Ahmed Bakayoko et le chef de l'État Alassane Ouattara. Une action à l'actif de Bakary Sanogo, cadre de Gbemazo et proche collaborateur du Premier ministre Ahmed Bakayoko et de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de la cérémonie, s'est faite représenter. L'initiateur de la cérémonie et la représentante de la ministre ont prôné l'unité et la cohésion sociale, gage de paix et de développement. Nous avons assisté à des bénédictions à l'endroit du président de la République, à l'endroit de le Premier ministre, afin qu'il puisse mener à bien cette noble mission de développement. Mais cela ne peut être possible que si nous sommes unis autour de lui. La remise d'une ambulance, dont du chef de l'État, à la population a mis fin à la célébration.
Et du Ourodougou, on remonte un peu plus dans le nord du pays, à Korogo, pour assister à ce séminaire sur la lutte contre la criminalité transfrontalière, une initiative de la Direction générale des douanes qui a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles de ses agents en vue de faire face notamment au terrorisme et à la fraude. Le témoignage de notre correspondante Ami Sissoko. Les douanes du Nord s'attellent à prendre une part active dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. À Korogo, les agents des bureaux de Korogo, Ferke, Wongolo, Pogo, Tenkrela, Ninguni, Ngandana sont outillés pour parer aux éventuelles menaces et fraudes. Avec eux, ceux des eaux et forêts. Au programme, les différents défis qui sont les leurs, le management d'un bureau de douane et bien d'autres modules. Dans le contexte actuel d'insécurité nationale et internationale, on a jugé utile, dans le cadre du renforcement des capacités de nos agents, donc de les outiller sur la législation en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, mais également de leur donner tous les arguments, tous les instruments de travail nécessaires pour la bonne marche de la mission que le directeur général des douanes a bien voulu leur confier à nos différentes frontières. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les techniques de fouille qu'on nous a enseignées, voilà, pour pouvoir déceler d'éventuels cas de fraude. Coïncidence heureuse pour les douanes du Nord. À la faveur de la mise en pratique de la formation sur la lutte contre la criminalité transfrontalière, un véhicule volé en Europe de l'Est, précisément en Pologne, est intercepté au corridor sud de Ferke-Kanawolo. Ce seul véhicule dispose de 2 numéros de châssis différents. 3 dates de fabrication, 2011, 2016 et 2017. Les cartes grises ont été trépatouées, manipulées. Ce qui nous a amené à approfondir les investigations en nous adressant à Interpol. Et le résultat de cette investigation a révélé que ce véhicule a été déclaré volé depuis 2018 en Pologne. Pour une lutte efficiente contre la criminalité transfrontalière, les participants ont été encouragés au renforcement de la collaboration interservices. L'implication des populations est également encouragée. Les apprenants de l'enseignement islamique intégreront bientôt le système éducatif formel. C'est en tout cas un vœu cher à la plateforme des associations du secteur de l'éducation islamique. La mise en œuvre de la stratégie de leur intégration bénéficie du soutien de l'UNICEF et du ministère de l'Éducation nationale. Les précisions de Parga Sorokone. Comment assurer l'accès des enfants des écoles confessionnelles islamiques dans le système éducatif officiel? La question était au centre de cette rencontre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intégration des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel. Une initiative de la plateforme des structures islamiques d'éducation qui vise à signifier l'adhésion de la communauté musulmane à cette stratégie, mais surtout à témoigner la reconnaissance de l'ensemble de la communauté au ministère de l'Éducation nationale et aux partenaires techniques. Il y a plus de 3000 écoles. Mais le ministère reconnaît à peu près 400 écoles. Donc pour nous, c'est un peu minime. Il faut qu'on arrive au bout pour que les enfants qui fréquentent ces écoles-là soient des enfants scolarisés pour la Côte d'Ivoire. Cette stratégie répond à un rêve qu'Ozima est prêt à accompagner. Comme l'a dit Cheikh Boubacar Fofana il y a 2 ans, soutenait avec force cette stratégie et nous continuons à suivre sa trace dans cette voie-là. Ce rêve a le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais aussi des partenaires techniques, l'Union européenne et l'UNICEF. Ce que nous recherchons, c'est encore une fois offrir à tous les enfants de Côte d'Ivoire la capacité de contribuer pleinement au développement de ces pays, qu'ils ne soient plus retranchés derrière des barrières dites religieuses. L'UNICEF a accompagné la stratégie depuis le début. C'est plus d'une dizaine d'années et aujourd'hui l'UNICEF est heureuse de voir que ce chemin, nous sommes arrivés donc à un résultat concret et c'est une victoire d'étape et il faut encore continuer pour aller vraiment jusqu'au bout de cet effort collectif pour que tous les enfants, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent avoir accès à une éducation de qualité.
Les responsables de la plateforme des structures islamiques souhaitent une forte implication du ministère de tutelle et des partenaires techniques afin d'assurer l'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel. Nous allons refermer ce journal. L'élection présidentielle en Centrafrique est prévue en décembre prochain. L'ex-présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, qui n'est affiliée à aucun parti politique, a annoncé sa candidature hier vendredi. Cette juriste de formation avait été nommée à la présidence en janvier 2014 dans un pays en pleine guerre civile. La première femme à occuper le pouvoir dans ce pays d'Afrique centrale, elle avait cédé sa place à Faustin Archange Touadéra, vainqueur des élections de mars 2016 et qui devrait briguer un second mandat en décembre. L'ex-chef de l'État centrafricain, François Bozizé, a été désigné pour représenter son parti à cette élection. La paix soit avec vous. Fin de ce journal, mais pas besoin de changer de chaîne, c'est la RTI qui vous sert le meilleur. Merci de votre confiance et à demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble. Et n'oubliez pas d'être prudent face au coronavirus qui circule toujours.